Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Le Palacio Real, le palais royal de Madrid, est un édifice assez impressionnant qu'on peut visiter, bien entendu. Imaginez l'atmosphère qui peut y régner le 14 septembre 1923. Le roi Alphonse XIII a 37 ans à l'époque et il reçoit le chef du gouvernement, García Prieto, qui est aux abois, puisqu'il est en train de faire face à une tentative de coup d'État militaire qui est menée par un général de Barcelone. Et Prieto vient demander au roi son soutien, évidemment. Alphonse XIII l'écoute, puis il répond d'un ton glacial « Je dois y réfléchir ». Évidemment, Prieto comprend que le roi n'a pas l'intention de sauver le gouvernement, qu'il n'a même pas l'intention de sauver la Constitution. Il s'apprête en vérité à livrer l'exécutif aux militaires, et l'on peut se demander comment on en est arrivé là. Ça fait 20 ans que règne Alphonse XIII, monarchie très stable, avec un parlement consultatif, les fameux Cortes, et deux partis monarchistes, les conservateurs et les libéraux, ce qui n'empêche pas, en sous-main, l'Espagne de connaître pas mal d'agitation et de profonds bouleversements, avec notamment une industrialisation qui est arrivée tard dans le pays. Des mouvements se sont développés, socialistes, syndicalistes, aussi un puissant courant anarchiste comme dans le reste de l'Europe, me direz-vous, avec une escalade d'attentats. Le roi lui-même a réchappé à une demi-douzaine d'attaques. En un an, on compte 800 attentats, surtout à Barcelone, la ville des bombes, comme on appelle Barcelone. En juin, Barcelone a connu une grève des transports extrêmement dure, avec des manifestations qui ont été réprimées, qui ont même fait des morts. Et toujours en Catalogne, il y a cette espèce de nationalisme catalan qui est de plus en plus virulent. Conséquence, les Espagnols les plus conservateurs vivent dans une espèce d'angoisse et ils ont peur d'abord. Ils ont peur surtout d'une révolution communiste. Ils ont aussi un sentiment de déclin. L'Espagne a dû abandonner ses anciennes colonies après sa défaite à Cuba. Ça, c'était 25 ans plus tôt. En 1921, l'Espagne s'est lancée dans la colonisation du Maroc, mais là encore, elle a essuyé une défaite humiliante contre les Kabyles. C'était la bataille d'Anoual. Enfin, une autre partie des Espagnols est en train de lorgner vers la République. On espère une forte démocratisation du régime. En décembre 22, les libéraux sont majoritaires aux Cortes. Le nouveau chef du gouvernement est un libéral, c'est donc le fameux Prieto qui annonce des réformes. Scrutin proportionnel, liberté de culte, réformes agraires, réformes fiscales. Bref, il met également en place une commission d'enquête sur la fameuse défaite d'Anoual au Maroc. Enquête qui risque de mettre l'armée en cause, peut-être même de mettre en cause le roi. Ce Prieto, par sa volonté de réforme, s'est donc fait 3 puissants ennemis, l'armée, l'Église et le roi. Si en Espagne vous avez contre vous l'armée, l'Église et le roi, vous êtes mal parti. Et dans l'armée, il y a ces généraux qui sont en train de se liguer pour contrer ce qu'ils considèrent comme une dérive dangereuse. Ils ont choisi un chef pour mener à bien un véritable coup de force. Ce chef est le capitaine général de la Catalogne, justement. Il s'appelle Miguel Primo de Rivera. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il a 53 ans, Primo de Rivera, avec un air assez débonnaire, mais en vérité une poigne de fer. À Barcelone, il a réprimé les grèves dont je vous parlais, il a tenu les anarchistes en échec, il est plébiscité par la bourgeoisie et par le patronat, par l'Église aussi et par les ligues nationalistes et même fascistes. N'oubliez pas qu'on est au moment où Mussolini vient en Italie de prendre le pouvoir et Rivera a dit que ce Mussolini était, je cite, un exemple pour tous. Le 12 septembre 23, il va donc passer à l'action et proclamer à Barcelone l'état de guerre. Ses troupes prennent le contrôle de tout ce qui des rues, des bâtiments administratifs, des gares, prennent le contrôle des centrales électriques, très important. Elles investissent les locaux du PC, elles traquent les anarchistes. Le capitaine général de l'Aragon rejoint Rivera dans sa tentative de putsch et les autres hauts personnages de l'armée vont rester passifs. En vérité, ça veut dire qu'ils sont complices.
Un journaliste visite la capitainerie générale de Catalogne et voilà ce qu'il nous dit. Le général Primo de Rivera était pratiquement seul, entouré seulement de ses aides et de 6 ou 7 officiers d'état-major. Notre impression à ce moment-là était que si le gouvernement avait eu le courage d'envoyer une compagnie de la garde civile, le coup d'État aurait tourné à l'échec. Et oui, sauf que Prieto n'envoie pas la Guardia Civil. Il demande au capitaine général de Madrid d'arrêter les 4 généraux putschistes. Le capitaine refuse, enfin le capitaine général, le général devrais-je dire, il refuse, à moins que l'ordre ne soit donné par le roi. Et vous voyez à quel point tout est maintenant entre les mains du roi. Or, Alphonse XIII est en vacances à San Sebastian. Il rentre à Madrid, mais sans se précipiter. Pendant tout le long du voyage, il médite. Est-ce qu'il doit respecter la Constitution, empêcher ce putsch? Est-ce qu'il doit laisser, au contraire, Rivera s'emparer du pouvoir? Est-ce qu'il faut aller vers la réforme et une certaine forme de désordre, ou est-ce qu'il faut aller vers la réaction et l'ordre? Le 14 au matin, il a fait son choix. Quand Prieto lui demande de convoquer les Cortés, le roi refuse. Prieto, à ce moment-là, l'adjure de limoger les putschistes. Et vous avez entendu la réponse de la bouche même du roi tout à l'heure. Je dois réfléchir. En réalité, Alphonse XIII, depuis longtemps, est acquis à la méthode autoritaire. Le ministre de la guerre dira de lui « Je suis convaincu que c'est le roi qui a imaginé et conçu le coup d'État en comptant sur la peur et la faiblesse de l'armée. Il ne pensait pas forcément à Primo de Rivera comme chef, jusqu'à ce que les circonstances le rendent incontournable pour contrôler la garnison la plus turbulente. » Vous avez bien compris que la garnison la plus turbulente, c'est celle de Barcelone, bien entendu. Quand Prieto sort du Palacio Real, il est résigné. Il a compris qu'il avait perdu la partie. D'ailleurs, il démissionne et le roi Alphonse XIII convoque aussitôt Rivera à le rejoindre. Le capitaine général de Catalogne prend donc le train. Il monte à Barcelone sous les acclamations de la foule. Et quand il arrive à Madrid, on peut dire que la bourgeoisie partout est soulagée. Il se présente donc devant le roi. Il exige de gouverner seul. Et le roi lui répond ceci. « Dieu veut que tu aies raison. Je vais te donner le pouvoir. » Je dirais peut-être « Dieu veuille que tu aies raison. » Immédiatement, Rivera va proclamer dans tout le pays ce qui s'appelle un état de guerre. Vous écoutez Radio Classique. Le principe de cette dictature qu'est en train d'instaurer Primo de Rivera, c'est que ça va durer 90 jours et qu'on a donc 90 jours pour régénérer le pays. Régénérer, c'est l'expression même de Rivera, c'est son projet. Il veut un retour à l'ordre en s'appuyant sur les forces traditionnelles, donc sur la monarchie, sur l'armée, sur l'Église. Il commence par dissoudre les Cortés et constituer un directoire de 8 généraux issus de toutes les armes et bien sûr de toutes les provinces. Et dans chaque province, il remplace le gouverneur civil par un gouverneur militaire, avec des tribunaux militaires qui pourront juger les délits d'atteinte à la sûreté et à l'unité de la patrie. Les pouvoirs de la police et de l'armée sont étendus. Il suspend les garanties constitutionnelles sur les libertés. Un bureau d'information et de censure va désormais bâillonner la presse et interdire les articles critiques, les appels à la grève ou aux manifestations. Le nombre de titres de presse diminuera de moitié en quelques années. Pour les autres, vous imaginez dans quel état d'esprit ils s'inscrivent. Rivera interdit les réunions politiques et syndicales, les grévistes sont accusés de rébellion, les organisateurs de manifestations sont accusés de terrorisme. Bon, c'est donc une dictature qui est instaurée. Et en face de ce pouvoir fort qui vient de s'installer à Madrid et par délégation dans toutes les provinces de l'Espagne, la gauche reste divisée. Le Parti socialiste et le syndicat socialiste sont prêts à collaborer avec Rivera. Ils espèrent préserver les droits sociaux et voir tomber la monarchie. Mais le Parti communiste et les anarchistes, eux, prônent la lutte, évidemment, et ça va être la répression contre violence, arrestation, prison. Il y a des expulsions à l'étranger. 2 mois après le coup d'État, Alphonse XIII et Primo de Rivera vont recevoir à Madrid leur mentor, c'est-à-dire Mussolini, pour des entretiens qui sont tout à fait amicaux. Et le Duce donne à Rivera et au roi un bon conseil. Tenez fermement l'armée, sinon vous aurez des problèmes. C'est là que ça se passe, d'après Mussolini. Et Rivera, on est convaincu, il l'écoute sans faire de difficultés. Il fait et défait les carrières des officiers, sauf que certains généraux qui se retrouvent un peu à l'écart commencent à nourrir du ressentiment contre lui.
il traîne le général Berenguer en justice pour l'accuser d'être le principal responsable de la fameuse défaite contre les Marocains à Anoual. Et ça, évidemment, ça passe mal. Il y a des généraux, des officiers qui trouvent ça injuste. Le génie militaire, la cité militaire, mais aussi l'artillerie contestent cette dictature. Et l'on va voir se manifester un certain nombre de tentatives de rébellion qui sont écrasées, évidemment. Après quelques années, loin d'assouplir la dictature, Rivera va encore la durcir. En 1928, ça va être la purge contre l'administration, enfin contre une partie de l'administration, avec la publication d'une nouvelle liste d'associations interdites. Le pays est désormais en coupe réglée. On applique le fameux programme de régénération. Ça veut dire une augmentation du budget de l'éducation de 58%. 8000 écoles primaires ont été construites. Primo de Rivera exige que les enseignants défendent les valeurs de la nation espagnole telles que lui les conçoit, c'est-à-dire la patrie, la religion, la monarchie, avec un enseignement religieux qui devient obligatoire dans toutes les écoles. On interdit la diffusion de doctrines antisociales, on incite à la dénonciation des professeurs socialistes et il va falloir attendre le printemps 1928 pour qu'éclate dans l'université une grande grève avec pour la première fois des manifestations publiques. Est-ce que Primo de Rivera serait en train de perdre la main? L'Église est au cœur de toute cette affaire. Elle participe à des comités dans chaque région pour veiller à la moralisation de la société. On promet les fêtes religieuses. En même temps, on interdit les carnavals. Bartolomé Benassar, dans son Histoire des Espagnols, a exhumé le catéchisme du Nuevo Ripalda. Voici ce qu'on lit. C'est un petit jeu de questions-réponses. Le libéralisme est-il un péché? Oui, le péché le plus grave contre la foi. Est-ce un péché pour un catholique de lire un journal libéral? Il peut-y lire les nouvelles de la bourse. Quel péché commet-il quand il vote pour un candidat libéral? Oh, généralement, il commet un péché mortel. Rivera va réformer le code du travail pour instaurer l'organisation nationale corporatiste, avec dans chaque métier un comité paritaire composé de représentants syndicaux et de patrons. Rivera a l'habileté d'intégrer le principal syndicat socialiste dans ce processus. C'est d'ailleurs ce que vont faire aussi bien, par ailleurs, Mussolini, vous le savez, que à une autre échelle, Hitler, bien entendu. En revanche, il y a des organisations patronales qui, elles, ont l'impression d'être dépossédées. Et dès 27, les autres syndicats vont essayer de relancer les grèves, avec notamment la grande grève des mineurs des Asturies en 1927. Et Rivera profite de la croissance pour développer une politique de grands travaux, d'investissement. On fait croître les profits des banques également. À partir de 1930, l'Espagne n'en est pas moins frappée par la crise, cette crise qui est née en Amérique en 29, avec pour l'opposition une chance à travers cette crise. Rivera va instaurer un autre outil de contrôle social, c'est le parti unique. Ce parti s'appelle l'Union patriotique, avec toujours ses valeurs de religion, de patrie, de monarchie, un parti qui devient de plus en plus autoritaire. Il y a aussi une milice, et cette milice va se substituer à l'armée dans le maintien de l'ordre. C'est ce qu'on appelle le Somaten. Cette milice est placée sous la protection de la Vierge de Montserrat, et le parti, avec la milice, devient organisation de masse. On compte 1 300 000 adhérents au parti et 220 000 miliciens dans la deuxième partie des années 1920. On combat partout les mouvements nationaux, notamment en Catalogne. En 1926, Rivera signe un décret contre le séparatisme. On interdit d'ailleurs les symboles catalans. Des dizaines de centres nationalistes sont fermés. Les Catalans deviennent rapidement des ennemis du régime, avec un dictateur qui veut restaurer le rang de l'Espagne dans le monde. Et en 1925, avec l'aide d'Aristide Briand, avec l'aide de la France, Rivera va écraser la rébellion marocaine, et après cette victoire, il décide de rester au pouvoir. Vous vous rappelez qu'au départ, ça ne devait pas durer longtemps, cette dictature. Ça s'éternise là maintenant. Et il en profite pour ressusciter la nostalgie du grand empire espagnol et transformer la date de la découverte de l'Amérique en fête nationale, ce qu'on appelle la fête de la race, pour célébrer la supériorité des Espagnols sur les Amérindiens. Voyez un peu l'ambiance.
Corporatisme, contrôle des masses, violence et même ce racisme qui est en train de s'installer. Le régime de Rivera n'était pas tout à fait fasciste à l'origine, mais avouez que là, il est en train de le devenir. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et on voit l'opposition commence à redresser la tête avec des comités républicains qui se créent un peu partout dans le pays. Il y en a 450. Les socialistes finissent par rejoindre la contestation après avoir longtemps hésité, vous l'aurez compris. Les nationalistes catalans, eux, ils y sont dans la contestation. Et bien sûr, les communistes, les anarchistes. En 1930, tous ces mouvements vont s'unir. Ils signent ce qu'on appelle le pacte de Saint-Sébastien. Ça, c'est une mauvaise nouvelle pour le gouvernement en place. Ce que souligne Pierre Anquetin, c'est que la collusion qui s'est établie entre cette dictature de Rivera et la monarchie du roi Alphonse XIII va également provoquer à droite un certain nombre de critiques, avec notamment Sánchez García, le conservateur, qui reproche au roi de violer le pacte avec la nation. Les conservateurs ne croient plus à une monarchie parlementaire et on les voit devenir de plus en plus nombreux, rejoindre en tout cas les camps des républicains. Et dans l'armée aussi, ça commence à gronder. Des officiers adhèrent au slogan « Ni réaction, ni révolution, mais monarchie et régime parlementaire ». Et certains intègrent les loges maçonniques républicaines. Il y en a qui se déclarent même anarchistes. C'est le cas du frère de Franco, par exemple. Les conspirations dans l'armée et les grèves dans les usines vont devenir monnaie courante, ce qui ne parvient pas pour autant à renverser le régime d'un Primo de Rivera qui sent le vent tourner et veut provoquer des élections. Sauf que cette fois, c'est le roi qui refuse, c'est Alphonse XIII qui refuse tout net et qui pousse Rivera à la démission pour laisser un autre général prendre les rênes du gouvernement. Rivera va quitter l'Espagne. Il faut vous dire qu'il est malade du diabète. Il mourra 2 mois plus tard dans une chambre d'hôtel à Paris, seul. Et après plusieurs mois de tergiversation, le roi finira par nommer un modéré au gouvernement, le général Aznar, et il acceptera de programmer des élections municipales puis législatives. Les élections, ce sont celles du 13 avril 1931, avec au soir des résultats qui tombent comme une évidence dans toutes les grandes villes d'Espagne. C'est le triomphe des Républicains. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et dans la nuit, tout ce que l'Espagne compte d'opposants, et de déçus d'ailleurs, de la dictature, va sortir dans les rues. On brandit partout les drapeaux de la République, rouge, jaune, violet. Les nouvelles municipalités proclament la République. C'est le cas à Madrid, où le drapeau républicain est hissé sur le palais des communications. Partout, c'est la liesse, hein, et Alphonse XIII est tétanisé. Il convoque le commandant de la garde civile. Faites intervenir la garde, dit le roi qui est prêt à faire couler le sang. Faites rentrer ces manifestants chez eux. Sauf que c'est le commandant de la garde civile lui-même qui va s'y opposer. Et pendant ce temps, les signataires républicains du fameux serment de Saint-Sébastien vont former un gouvernement provisoire. L'armée prête serment, c'est fini. Le roi est obligé de s'exiler. Vous savez que Alphonse XIII va d'abord prendre la direction de Paris, où il sera accueilli par Philippe Pétain, qui est un de ses amis. Philippe Pétain sera ambassadeur de France à Madrid, il connaît bien l'Espagne. La Deuxième République espagnole est proclamée, et déjà elle compte 3 ennemis mortels, l'Église, la monarchie et toute une partie de l'armée. Primo de Rivera va laisser un fils, José Antonio, qui a 28 ans, qui se lance en politique et qui fondera la Phalange avec une ambition, instaurer un nouvel ordre national et social. La suite, j'ai envie de dire, vous la connaissez mieux. Vous écoutez Radio Classique.